Bienvenue au 12-15 sur Africa 24. Voici les titres de l'actualité. De la prison au palais, Bassirou Diomaye Diakhar Faye devient officiellement le président de la République du Sénégal ce 2 avril. Jour historique au pays de la Teranga, jour de revoir aussi pour Macky Sall qui passera le pouvoir à son successeur. Nous vivrons la cérémonie d'investiture de ce mardi au centre d'exposition de N'Djamnadio dans cette édition du 12-15. Ouverture du dialogue national inclusif au Gabon, 600 personnes sont invitées à Libreville pour repenser le fonctionnement des institutions. Les débats qui s'étendront sur un mois seront le point de départ d'importantes réformes de la Constitution et du Code électoral. Et l'Afrique qui s'arrime de mieux en mieux aux énergies renouvelables. Les capacités du continent dans ce secteur ont doublé en 10 ans selon le rapport Renewable Capacity Statistics 2024. C'est le plus jeune chef d'État de l'histoire du Sénégal. Bassirou Diomaye Diakhar Faye est officiellement devenu le 5e président de la République du Sénégal ce 2 avril 2024. La cérémonie d'investiture s'est tenue au centre d'exposition de la ville de N'Djamnadio en présence de plusieurs chefs d'État, dont le président nigérian Bola Ahmed Tinubu, président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, ou encore son homologue mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, qui dirige actuellement l'Union africaine. Élu le 24 mars dernier dès le premier tour et 10 jours seulement après sa sortie de prison, Bassirou Diomaye Diakhar Faye prend donc quartier au palais présidentiel de Dakar à la suite de Macky Sall. Son prédécesseur, dont le mandat expire ce 2 avril, aura passé 12 ans à la tête du Sénégal. Le nouveau dirigeant a d'ores et déjà défini les priorités de ce mandat de 5 ans. Il s'agit entre autres de réduire le coût de la vie, lutter contre la corruption et œuvrer à une meilleure sécurité alimentaire pour les 18 millions de Sénégalais qu'il dirige désormais. Autre événement qui fera trace dans l'histoire au Gabon, le dialogue national inclusif débute ce mardi à Libreville et devrait déboucher sur de profondes réformes de la Constitution, du Code électoral ou encore du Code de la nationalité. Pendant un mois, près de 600 personnes issues de toutes les strates de la société seront réunies pour repenser la politique, l'économie et la société gabonaise. Une première depuis la chute du président Ali Bongo Ondimba et la mise sur pied d'un comité pour la transition et la restauration des institutions. Le CTRI, qui est initiateur de ce dialogue national inclusif, a tenu à présenter le bilan de ses 200 jours à la tête de l'État gabonais. C'était le 30 mars dernier. Le reportage de Samantha Sabero Sabobanga. Après 7 mois à la tête du Gabon, le CTRI juge son bilan positif à travers des actes posés qui auraient impacté positivement la vie des Gabonais. L'évaluation a été faite le 30 mars 2024 conjointement par le CTRI et le gouvernement de transition. Il en ressort que les engagements pris par ces deux institutions distinctes mais pourtant complémentaires ont été tenus quand d'autres sont en cours d'acheminement. Confrontés à une multitude de défis, notre détermination reste plus forte que jamais. Notre objectif ultime est de forger un Gabon caractérisé par la justice, l'équité et une prospérité réelle et partagée, transformant ainsi des idéaux autrefois lointains en une réalité tangible pour chaque Gabonais. Que ce soit dans les secteurs de la santé, de l'éducation, de l'économie, du social, de la diplomatie et des infrastructures, entre autres, de nombreuses activités ont été menées en faveur de l'amélioration des conditions de vie des Gabonais. Le bilan en matière d'infrastructures routières fait état du lancement d'une campagne de rénovation routière sur toute l'étendue du territoire, soit 600 km à rénover pour une moyenne de 100 km par mois. Nous sommes prêts à relever ce défi. En tant que communauté unie, nous nous engageons à corriger les erreurs du passé, à capitaliser sur les opportunités actuelles et à sculpter un avenir lumineux pour notre pays.
Le dialogue national et inclusif s'ouvre ce mardi 2 avril 2024. Il permettra aux Gabonais de se parler, de proposer de nouvelles voies pour bâtir des institutions fortes dans un système démocratique plus égalitaire et plus représentatif. En Algérie, le président Abdelmadjid Tebboune annonce une augmentation de salaire d'environ 53% d'ici 2027. La promesse formulée devant les représentants des médias nationaux vise à lutter contre l'inflation et à augmenter le pouvoir d'achat des citoyens algériens. Cette déclaration du chef de l'État algérien intervient à seulement 5 mois de la fin de son mandat, prévu en septembre 2024. Marie-Roger Kwao. En Algérie, le président de la République affiche sa détermination à relever le pouvoir d'achat des citoyens. Après l'augmentation de 47% décidée sur les salaires entre 2023 et 2024, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a promis, lors de sa rencontre régulière avec les représentants des médias nationaux le 30 mars 2024, une hausse salariale de 53% d'ici 2026-2027. On va essayer d'arriver à 2026-2027 avec le reste de ce qui reste pour doubler les salaires. C'est-à-dire on est à 47%, nous nzid à 53%. Fin 2025, début, premier trimestre, semestre 2026, le PIB, Inch'Allah, va dépasser les 400 milliards de dollars. Le taux de croissance, on va le maintenir. Lutter contre l'inflation, augmenter le pouvoir d'achat des citoyens, mais aussi atteindre les 400 milliards de dollars de produits bruts de l'Algérie, tout en réduisant l'indice d'importation. Tels sont les principaux objectifs d'Abdelmadjid Tebboune à quelques mois de la fin de son mandat, l'élection présidentielle étant prévue le 7 septembre 2024. L'indice d'importation doit diminuer. Il faut qu'on arrive à une production de céréales arrosées qui compense les terres touchées par la sécheresse. Nous consommons à peu près 9 millions de tonnes de différentes céréales. Nous en produisons 5 millions. À rehausser la valeur de la monnaie nationale à travers des mesures économiques qui incluent des mécanismes de change au niveau de la Banque centrale. L'Algérie, qui occupe le 4e rang dans le classement du PIB de l'Afrique, selon le Fonds monétaire international, connaît un rebond significatif de 3,4% depuis 2021. Une évolution marquante provenant du secteur des hydrocarbures, avec une croissance de 3,9% en 2022, selon l'Office national des statistiques. On reste en économie. La Guinée veut garantir l'accès équitable au crédit bancaire pour ses entrepreneurs. Et pour cela, le gouvernement et ses partenaires examinent diverses solutions. L'une d'elles, le switch national, permettra une interconnexion entre les banques et une accélération des procédures et des transactions. L'objectif est d'améliorer significativement le climat des affaires en Guinée, dans un contexte où le secteur privé produit un tiers de la richesse du pays. Les détails avec Nabila Kamara. Le climat des affaires en Guinée fait face à des défis énormes, notamment liés à l'accompagnement pour l'exécution des projets publics et privés. Comme au Guinea Investment Forum 2024, le gouvernement mène des échanges réguliers avec ses partenaires sur les difficultés, les challenges et les opportunités que présente le secteur privé guinéen. Nous sommes en train de travailler sur la mise en place d'un switch national. Vous savez, c'est un système d'interconnexion entre les banques. Et ça, c'est quelque chose qui va permettre en fait d'accélérer les transactions en Guinée. Pendant très longtemps, pour accéder au crédit, il fallait connaître un tel ministre général. Et donc, nous faisons en sorte que tout le monde puisse accéder au capital de la même façon. Le ratio du poids du secteur privé dans le PIB du pays atteint souvent 25% et un tiers de la création de la richesse vient du secteur privé. En guise d'exemple, le pays, à travers sa banque centrale, a pu lever sur le marché local 1000 milliards de francs guinéens pour la construction de la cité administrative de Koloma dans la banlieue de la capitale et 5000 milliards destinés à d'autres financements, dont entre autres la construction des routes. Sur le réseau routier, on a vu la Guinée est en pointe, donc il y a énormément de choses qui ont été faites. C'est vraiment très encourageant, mais il faut aller plus vite, plus loin. Les ambitions sont là. Vous avez partagé un chiffre de plus de 3 milliards d'IDE 2022-2023, ce qui est conséquent. Les difficultés de financement relevées par la Banque centrale de la République de Guinée résident dans la multiplicité des entreprises qui opèrent dans le secteur informel. Et dans un cadre général, les experts notent des déficits de paiement des impôts
par la plupart des entreprises. Et l'idée désormais est d'élargir ce nombre afin d'alléger la problématique de financement des entreprises guinéennes. Et nous vous l'annoncions en titre, l'Afrique s'arrime de mieux en mieux aux énergies renouvelables. Selon le rapport Renewable Capacity Statistics 2024, les capacités d'énergie renouvelable ont presque doublé en 10 ans entre 2014 et 2023. Bien que le potentiel de l'Afrique en matière d'énergie verte soit l'un des plus élevés au monde, les capacités en énergie renouvelable répertoriées sur le continent ne représentent qu'1,6% à l'échelle globale. Amen Hedji nous en dit plus. Selon le rapport Renewable Capacity Statistics 2024 de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables publié le 27 mars, en Afrique, les capacités d'énergie renouvelable ont quasiment doublé en 10 ans, soit 62,1 gigawatts. Ceci représente à peu près un quart de la puissance totale installée sur le continent, mais seulement 1,6% des capacités mondiales. L'offre d'énergie renouvelable africaine de ces dernières années est la concomitance entre plusieurs facteurs. D'abord, la pression sur le besoin énergétique. Ensuite, le déficit de la capacité hydroélectrique du continent. Le coût élevé du pétrole et de ses dérivés. La pression des groupements environnementaux. Et bien sûr, la prise de conscience collective de la poussée du réchauffement climatique. Passant de 32,54 gigawatts en 2014 à 62,10 gigawatts en 2023, les capacités d'énergie renouvelable installées en Afrique ont connu une évolution de 91% durant la dernière décennie. L'Éthiopie, le Kenya, le Lesotho, l'Ouganda, le Malawi, la Zambie et le Swaziland sont les pays qui affichent un mix énergétique supérieur à 80%, pendant que 5 autres pays concentrent environ la moitié des capacités renouvelables en Afrique. C'est vrai que l'Afrique est en dessous de ses capacités, mais il faut s'attendre à ce que les prochaines années, cette énergie soit encore plus consommée et qu'elle soit encore plus demandée par l'industrie et le secteur privé. Et naturellement, dans les prochaines années, la croissance va être beaucoup plus forte en Afrique. En détail, les capacités solaires ont enregistré la plus forte évolution sur le continent durant la dernière décennie, avec l'Afrique du Sud 6,16 gigawatts à fin 2023 et l'Égypte 1,85 gigawatts. Par ailleurs, le rapport révèle que les capacités en énergie renouvelable hors réseau, toutes filières confondues, ont quasiment quadruplé en Afrique de 335 mégawatts en 2014 à 1317 mégawatts en 2023. Au Cameroun, ils étaient plus de 150 cyclistes dans le peloton de départ de la course cycliste nationale VTT Chantal Biya. C'était le 30 mars dernier à Bagofit, dans la région de l'Est Cameroun. Au bout du circuit, Mariol Fodjo et Clovis Kamzong ont été sacrés champions, respectivement chez les dames et chez les élites messieurs. Retour sur une course qui aura tenu ses promesses malgré quelques accidents enregistrés. C'est avec Séverin Doke. Clovis Kamzong Abesolo et Mariol Fodjo, les champions du cyclisme sur route, réussissent leur entrée dans la course sur vélo tout-terrain. Ils ont remporté la première édition de la course cycliste Chantal Biya, disputée le 30 mars 2024 à Bagofit dans la région de l'Est du Cameroun. Mariol Fodjo, 15 ans, arrive en premier dans la course féminine sur un parcours de 48 km. Chez les élites, Clovis Kamzong signe le premier temps au bout de 87,5 km de piste. Dans les autres catégories de la compétition, notamment chez les Masters, dédiés aux participants âgés de 30 à 45 ans et Masters 2 de 46 à 60 ans, c'est respectivement Toko Damien et Foti Didier qui sont sacrés. Je suis vraiment contente d'être champion de cette discipline et d'avoir aussi remporté cette compétition aujourd'hui. Puisque c'était au début de la course, j'avais un peu peur. Puisque c'était la première fois que je participe à une compétition VTT. Et bon, je me suis retenue. Avec les encouragements de mon père, j'ai pu finir la course. Je me suis préparé avant de venir faire cette course parce que j'ai roulé du VTT presque un mois pour me préparer. Parce que déjà entendre une course au nom de la première dame comme cela, il fallait se préparer et aussi venir chercher un titre dans cette édition. Je suis un homme heureux, honoré d'ailleurs. Je suis très content que mon rêve soit réalisé. Obstacles d'envergure sur les terrains dénivelés et mouillés par endroits, extrême endurance et courage sont des armes dont les 150 participants à cette compétition ont dû se munir pour parvenir à l'arrivée. C'est plus dur que je le pensais. Ils ont monté des obstacles pratiquement infranchissables, comme cette colline.
Elle est abrupte, elle est rude. Je ne sais pas si on peut la monter à vélo. Même en poussant, je suis complètement épuisé. Voilà, mais je ne lâche pas. Je vais aller jusqu'au bout. Ça, c'est bien, ça. Entre deux obstacles, les athlètes ont éprouvé et enduré de difficiles épreuves, à l'image du coureur Arthur Stella de l'écurie SNH Vélo Club, sérieusement blessé lors de la course. Il a été amoché, médecin de la fédération. Le docteur Yakana m'a rassuré que ses jours ne sont pas en danger. La course VTT Chantal Biya aspire à s'internationaliser. De l'avis de l'instance fêtière du cyclisme au Cameroun, l'ambition est d'améliorer toujours les conditions d'organisation et de déroulement de cette compétition pour, in fine, espérer obtenir de l'UCI, l'Union cycliste internationale, l'organisation d'un mondial de VTT sur le circuit de Bagoufit d'ici 2026. Mais avant, la deuxième édition de la course VTT Chantal Biya est prévue le 7 décembre 2024. En culture, une grande dame de la plume, une grande plume se brise. L'écrivaine antillaise Marie Scondé s'est éteinte cette nuit à l'âge de 90 ans. L'auteur de Ségou, Les murailles de terre incarnait la puissance et la créativité de la francophonie caribéenne avec Aimé Césaire et Édouard Glissant. Une trentaine de titres et de nombreux prix littéraires ont charpenté sa carrière. Prix de l'Académie française, prix Carbet de la Caraïbe, prix Marguerite Yourcenar, Grand Prix littéraire de la femme, prix Tropique ou plus récemment le prix Nobel alternatif de littérature pour son roman Le fabuleux et triste destin d'Ivan et Ivana. Originaire de la Guadeloupe, Marie Scondé souffrait d'une maladie dégénérative héréditaire depuis plusieurs années. Sur cet hommage, nous refermons cette édition du 12-15. L'information continue sur Africa 24.